Bonjour, rebonjour. Nous sommes ici pour le premier chapitre euh, du livre de Jean Marcal, Vercingétorix. Le premier chapitre s'intitule La Gaule de Vercingétorix. Ah, ça va mieux, j'ai mangé. Alors, on a trop présenté Vercingétorix comme le héros national par excellence, le symbole même du patriotisme français avant la lettre, pour ne pas démystifier le personnage, sans pour cela diminuer son rôle ou son importance. Le tout est de s'entendre sur les conditions exactes qui ont provoqué la naissance politique et militaire de ce noble Arverne, qui, a priori, n'avait rien de plus que ses pairs, et qui eût pu, comme beaucoup d'entre eux, devenir un bon gallo-romain, doté d'un droit de citoyenneté que personne ne lui aurait contesté. Or, Vercingétorix, et sous ce nom il faut ranger à la fois le personnage et son action, ne s'explique que par le contexte qui était le sien dans ces années 60 avant notre ère. Ce contexte est évidemment celtique, gaulois, même si les rapports de Vercingétorix avec les Romains ont été constants, même si le chef Arverne a été honoré du titre très officiel d'ami de Rome. C'est dire que pour comprendre Vercingétorix, il faut abandonner tout parti pris, toute image stéréotypée d'un chef gaulois brave mais barbare, donc incapable de résister aux Romains, toute notion scolaire faisant état d'un soi-disant patriotisme. Le problème est entièrement différent et ne peut se résoudre qu'en éliminant les conceptions méditerranéennes. La logique aristotélicienne. Merci. Un jour, je vous parlerai d'Aristote, qui était justement le précepteur d'Alexandre le Grand, et qui est l'inventeur de la pensée unique. Oui, oui. Juger Vercingétorix dans son personnage et dans ses actes, cela consiste à l'intégrer à la société dont il est le représentant, l'émanation exemplaire. Cela ne peut se faire que selon des critères qui tiennent compte de la mentalité des peuples celtes, de leur conception politique, religieuse et philosophique, de leur logique même, qui n'était pas celle des auteurs latins ou grecs qui nous ont transmis l'image et les péripéties de leur action. C'est d'ailleurs là que réside la difficulté d'appréhension d'un tel problème. Nous ne le connaissons que par des gens qui ne comprenaient pas toujours bien le comportement des barbares gaulois, et nous ne possédons aucune version celtique des événements. Le seul recours est de s'adresser aux textes irlandais et gallois du Moyen Âge concernant des héros mythiques ou à demi historiques, lesquels nous donnent une certaine idée de ce que pouvait être un chef, de ce qu'il pouvait penser, de ce qu'il pouvait faire, et cela dans un contexte dont la celticité, même tardive, ne fait aucun doute. Si l'on veut, le caractère de Vercingétorix et son action ne peuvent être analysés qu'en fonction des grands chefs héroïques de la littérature mythologique des Celtes insulaires, les seuls à avoir laissé des traces écrites de leur tradition ancestrale. Mais bien entendu, si la figure du chef, à travers les épopées irlandaises et galloises, paraît avoir été identique à celle des chefs gaulois de la guerre d'indépendance, les circonstances sont quelque peu différentes et il faut estimer le décalage qui existe entre les événements certifiés historiques, d'ailleurs jusqu'à quel point, et ceux plus suspects mais néanmoins révélateurs d'une mentalité qui sont racontés d'une façon déjà littéraire par les auteurs de récits épiques. C'est pourquoi, avant toute chose, il convient de délimiter très étroitement le cadre dans lequel vécut Vercingétorix, en essayant, pour chaque détail remarquable, de le confronter avec son correspondant insulaire tardif, gallois ou irlandais. Une société, quelle qu'elle soit, ne se définit que par l'activité de ceux qui en forment l'ossature et la conduisent à son destin. Les peuples de la Gaule. Premier siècle avant notre ère, parler de la Gaule constitue une simplification commode, mais inexacte. En fait, il y a 4 Gaules,
sans compter la Cisalpine qui, depuis plus d'un siècle, a été plus ou moins transformée par la romanité. Ces 4 Gaules sont la Narbonnaise, l'Aquitaine, la Celtique et la Belgique, dont les frontières, pour arbitraires qu'elles aient été, nous sont parfaitement connues, de même que les différents peuples qui les composent. Bon, tu décides où tu te mets, Popo, là. Non, ça, c'est pas dans le livre. La Narbonnaise, soumise en -123, et qui a le statut de provincia, c'est-à-dire de territoire annexé par victoire, mais administré civilement et militairement par un proconsul, constitue une double garantie pour Rome. C'est d'abord un barrage vers l'Italie, empêchant les Gaulois, s'ils en avaient le dessein, de renouveler leurs expéditions du IVe siècle, qui avaient laissé tant de souvenirs fâcheux, et c'est aussi la protection de la via Aemilia, la route vers la péninsule ibérique. La population de cette Narbonnaise est à dominante celtique, mais de nombreux éléments divers subsistent en certains points bien précis. Ainsi, Massalia, Marseille, sous protectorat romain, mais théoriquement indépendante, est l'héritière des Grecs phocéens qui l'ont fondée. Mais on trouve des colonies grecques à Nice, à Antibes et à Agde, tandis que l'archéologie signale leur présence autour de l'étang de Berre et dans les Alpilles, à Saint-Rémy de Provence. Ah, Glanum. À l'ouest du Rhône, c'est le domaine du grand peuple celtique des Volsques. Ils sont divisés en 2 groupes. Les Volcae Arecomici, autour de Nemosus, Nîmes. Les Volcae Tectosage, autour de Tolosa, Toulouse, et dont le territoire ne va guère plus à l'ouest, ne franchissant jamais la Garonne en aval de Toulouse. Dans les Cévennes, ce sont les Elviens, mais bon nombre de ceux-ci, bien à l'abri dans leurs montagnes, négligent la domination romaine et se tournent volontiers vers les puissants Arvernes du Nord. Dans la moyenne vallée du Rhône, on trouve le petit peuple des Tricastini, qui ont laissé, j'allais dire, une centrale nucléaire, qui ont laissé leur nom aux Tricastins et sous une forme bizarre, faussement traduite, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Sur la rive gauche du Rhône, la Provence actuelle est le domaine des Saliens, dont l'établissement principal paraît avoir été l'oppidum d'Entremont, au-dessus d'Aix-en-Provence, détruit en 122 par les Romains. Ces Saliens sont très mélangés à des éléments que, faute de mieux, on nomme les Ligures, population antérieure à l'arrivée des Celtes. Désolée, je prends des notes. Hop. Enfin, je vais pas être désolée d'ailleurs. Eh oh Popo, c'est bon, je fais ce que je veux, c'est mon lit. Non, parce que je suis dans plein de trucs en même temps en ce moment. Alors, donc des fois, je prends des notes. Alors, donc population antérieure à l'arrivée des Celtes. C'est pourquoi on désigne souvent les Saliens sous le vocable de Celto-Ligures. Dans le Vaucluse actuel et jusqu'à la Drôme, ce sont les Vaucons, auxquels appartenait le sanctuaire de Die, probablement dédié à une déesse mère gauloise. Au nord de la Drôme, le Dauphiné et une grande partie de la Savoie étaient le pays des Allobroges, dont le nom d'un autre pays nous indique que leur implantation devait être assez récente. Mais comme les Elviens, les Allobroges, souvent en rivalité avec les Arvernes, étaient quelque peu réticents à la domination romaine. Celle-ci leur avait été imposée à la suite de leur démêlés avec les Arvernes. Un bon nombre d'entre eux se trouvaient bien à l'abri dans leurs montagnes et narguaient les troupes que les Romains entretenaient à grands frais dans le pays pour assurer la liaison entre la tête de pont que constituait Genève. Il faut noter que Lugdunum, Lyon, ne faisait pas partie de la province. Cette province était déjà fort différente des autres régions de la Gaule, non seulement parce que les Romains
y imposer peu à peu leurs coutumes et leur structure administrative, celle-ci reposant essentiellement sur l'organisation municipale, mais encore à cause du climat qui influait considérablement sur le mode de vie. C'est en Narbonnaise que furent bâties les premières villes dignes de ce nom, alors que dans le reste de la Gaule, l'urbanisation se bornait à l'aménagement de forteresses qui recevaient provisoirement, en temps de guerre, des populations venues se mettre à l'abri. Ça, j'ai déjà précisé dans l'introduction, je n'en suis pas si sûre. Pour moi, c'est les ancêtres, c'était des châteaux, quoi. Je pense que voilà, qu'elles étaient quand même habitées, en tout cas utilisées, sans doute pour la métallurgie et d'autres trucs. La technique de construction avait également subi l'influence grecque. La capitale des Saliens, située à Entremont, mais dont nous ignorons le nom ancien, est bâtie selon un plan qui rappelle les villes fortifiées de la mer Égée, et les remparts sont beaucoup plus grecs que gaulois. C'est d'ailleurs chez les peuples gaulois de la province que l'utilisation de la pierre a été la plus fréquente avant ces années 60. Alors que la sculpture sur bois semble avoir été pratiquée assidûment par les autres peuples gaulois, les Saliens et les Volsques nous ont laissé de remarquables exemples de leur art lapidaire. La vie économique est très méditerranéenne. Dans les plaines et les vallées, les Celto-Ligures cultivent l'olivier, la vigne et les céréales, soit pour leur compte, soit pour les marchands massaliotes qui se ravitaillent dans l'arrière-pays. Plus loin, dans la montagne, ils vivent de chasse ou viennent dans la plaine louer leurs services aux propriétaires de culture. Beaucoup d'entre eux sont pasteurs et ce sont des troupeaux de moutons qu'ils élèvent. Sur la côte, leurs activités principales sont la pêche et la piraterie. La pêche nourrit une partie de la population côtière et permet d'augmenter le commerce avec Massalia. Mais la piraterie semble être florissante. Dès qu'il y a une tempête, les corsaires mettent à l'eau leurs fragiles barques soutenues par des outres et s'en vont attaquer les vaisseaux étrangers quelque peu désemparés par le gros temps, puis reviennent ensuite déposer leur butin dans les îles de la côte. On sait que les Massaliotes dépensèrent fortune et énergie pour essayer de se débarrasser de ces pirates, mais sans grand succès. Il faut dire que de nombreux Celto-Ligures étaient employés par les Massaliotes comme soldats ou matelots. Et puis la province est alors la seule région de Gaule où l'on cultive la vigne, importée d'ailleurs, semble-t-il, assez tardivement. Au début, les Gaulois dépendaient entièrement des marchands grecs pour la fourniture du vin, et l'on sait que le vin était fort apprécié et recherché chez eux. Lorsque la vigne fut acclimatée dans les régions les plus méridionales, les Gaulois de la province fabriquèrent eux-mêmes leur vin d'après des procédés qui leur furent enseignés par les Massaliotes, mais d'après les auteurs de l'Antiquité, Pline en particulier, les qualités de ce vin étaient variées et de médiocre renommée. Autour de Marseille, le vin est noir, épais, trop chargé en tanin. Chez les Volsques arécomiques, il est blanc, léger et davantage apprécié. On pratique la coutume athénienne d'asperger de poussière le cep, les sarments et les grappes de la vigne pour en accélérer le mûrissement et si, malgré tout, la maturation est incomplète, on corrige l'acidité du mou en y faisant infuser de la résine. Mais on emploie un autre procédé, gaulois celui-là, qui consiste à concentrer le vin par la fumée, ce qui a le désavantage de gâter souvent le breuvage. Et ne parlons pas des multiples falsifications que les récoltants faisaient subir à leur vin trop faible en alcool ou trop peu fruité, au moyen d'herbes comme l'aloès qui donnaient de la couleur et de l'amertume. On se croirait en pleine actualité. Dans certains cantons, en particulier dans la vallée de la Durance, on obtient un vin doux et liquoreux en tordant la queue des grappes et en les laissant exposer sur le cep aux premières gelées de l'hiver. Ce procédé se retrouve à peu de choses près dans la fabrication actuelle du vin jaune du Jura. Enfin, les auteurs grecs et latins attribuent aux Gaulois, ceux de la province bien entendu,
l'invention des tonneaux, beaucoup plus pratiques que les jarres de terre cuite méditerranéennes pour la conservation et le transport du vin. C'est dire que la Narbonnaise, tout en étant de fond celtique, est déjà, au 1er siècle de notre ère, un pays essentiellement méditerranéen qui n'a plus... Ouais, mais c'était déjà méditerranéen avant, s'il te plaît. Qui n'a plus... Là, je parle à Jean Marcal. Sauf chez les allobroges et chez les volques tectosages, grand-chose de commun avec le reste de la Gaule. Mais il y a aussi une région qui présente des caractéristiques peu gauloises, c'est l'Aquitaine. L'Aquitaine, Aquitania, est formée de la moitié occidentale des Pyrénées et de la plaine qui va jusqu'à la Garonne, le sud de la Gironde jusqu'au bassin d'Arcachon en étant exclu. Dans cette région, en effet, les éléments celtiques sont fortement minoritaires. En effet, il y a en Aquitaine un conglomérat de peuples, peu importants par le nombre, qui sont d'origines très diverses. Immédiatement au sud-ouest de Toulouse, on trouve les Celtibères, résultat de la fusion d'éléments gaulois et d'éléments ibères, chassés d'Espagne et venus se réfugier sur le plateau de Lannemezan, l'endroit du milieu, et autour de Saint-Bertrand de Comminges, Lugdunum Convenarum, le nom de Convenae indiquant nettement des immigrants. Plus loin, on trouve les Tarbelli, qui ont laissé leur nom à Tarbes, les Ossi, qui l'ont laissé à Auch, les Élusates, qui l'ont laissé à Oz, les Bigériones, qui l'ont laissé à Bigorre. Et si les Taberli portent un nom indiscutablement celtique, les hommes du taureau, leur population paraît basque, tandis que le nom des Bigériones est basque et que celui des Ossi rappelle l'appellation générique Euskadi. Leur ville, Elimberis, est littéralement la ville nouvelle. Tous ces peuples semblent un mélange de ligures, d'ibères et surtout de vascones, basques. Quelque peu mystérieux et difficile à cerner, infiltrés plus ou moins d'éléments celtiques, ceux-ci étant vraisemblablement venus de la péninsule ibérique. Le seul peuple d'Aquitaine, dont la celticité soit assurée, est celui des Boïens, au sud du bassin d'Arcachon, et qui ont laissé leur nom à la teste de bûche. Mais ils étaient peu nombreux et constituaient un groupe isolé, installé là depuis très peu de temps, du grand peuple des Boïens, dont on retrouve la trace sur les bords de la Loire et en Bohême, pays qui porte leur nom. L'Aquitaine est un pays pauvre. La partie voisine de l'océan n'est qu'une plaine stérile, couverte de sable et de bruyères, parsemée de bois de pin dont on récolte la résine, et l'on cultive un peu de millet. La région la plus riche semble être celle des Ossi, dont les terrains se prêtent mieux à la culture. Les montagnes sont couvertes de forêts, formant une abondante réserve de chasse. À vrai dire, la seule véritable richesse de l'Aquitaine est l'or, extrait de mines peu profondes sur les Pyrénées et recueilli en paillettes dans les sables de la Dour et de quelques rivières. On sait par Strabon et par Diodore de Sicile que les Aquitains avaient fait de la recherche de l'or de la Dour une véritable industrie, séparant les paillettes de la vase successivement par lavage et par fusion. Mais d'une façon générale, l'Aquitaine vit en autarcie, dans des conditions bien moins bonnes que la province ou que le reste de la Gaule. Et le fait que leurs habitants soient peu celtes les tient à l'écart de la vie politique gauloise. Pendant la guerre contre les Romains, ils ne se sentiront pas concernés et ne participeront à aucune des levées en masse qu'on pourra observer chez les autres peuples, même chez ceux de la Narbonnaise. En définitive, la vraie Gaule, du moins une Gaule conforme aux mœurs et traditions celtiques, n'est pas au sud. La province et l'Aquitaine constituent des mondes à part, chacun d'eux différents, diffèrent et n'attachant guère d'importance à une communauté celtique, fût-elle plus théorique que pratique.
Ce n'est pas le cas en Gaule celtique et en Gaule belgique, les seuls qui se soient dressés, parfois davantage de mauvais gré que de bon gré, contre les prétentions romaines. La Gaule celtique. La Gaule, dite celtique, est de loin la région la plus étendue et la plus peuplée de tout le territoire occupé par les Gaulois. Après la conquête romaine, elle sera administrée à partir de Lugdunum, Lyon, qui en deviendra la capitale. Et dès lors, à travers les structures impériales romaines, puis à travers l'organisation ecclésiastique chrétienne calquée sur l'administration romaine, le profil de la France actuelle, avec sa division en provinces, en diocèses puis en départements, transparaît nettement comme s'il s'agissait d'un archétype toujours en place. Il est de fait que l'origine de la France contemporaine doit être recherchée essentiellement dans la Gaule celtique. Le royaume de France, issu de la prépondérance des Capétiens, a été bâti sur le domaine primitif de ceux-ci, l'Île-de-France et l'Orléanais. Or, c'est dans l'Orléanais, pays des Gaulois carnutes, qui était le centre symbolique et religieux de toute la Gaule, et plus particulièrement de la celtique. L'histoire n'est jamais une suite de hasards. Tout s'y enchaîne logiquement. Et en ce sens, mais en ce sens seulement, l'épopée de Vercingétorix a peut-être préparé la constitution d'un sentiment national français. La Gaule celtique comporte un grand nombre de peuples dont certains, au 1er siècle avant notre ère, ont déjà une longue histoire et ont acquis une grande réputation, un grand prestige, voire une prépondérance politique et économique. C'est le cas des Arvernes, qui ont laissé leur nom, signifiant laboureur, ou provenant de Verneau, désignant l'Aulne, à l'Auvergne, et qui bénéficiaient de nombreux avantages naturels. Ils se trouvaient à peu près au centre de la Gaule, pouvant ainsi avoir des relations commerciales avec tous les autres peuples. Ils servaient également de trait d'union entre les peuples de la Celtique et ceux de la province. Ils se trouvaient bien à l'abri dans leurs montagnes, difficiles à franchir, et cultivaient les terres les plus riches de l'époque, celles de la Limagne et de toute la basse Auvergne. Ils contrôlaient 2 grandes voies navigables qui s'en allaient vers le nord, l'Allier et la Loire. Leur puissance s'était exprimée par leur prétention à former une confédération dont ils auraient été les maîtres, presque une domination sur les autres peuples. S'ils n'avaient pas réussi dans leur tentative, ils avaient néanmoins des vassaux, en l'occurrence des Vélaves, dont le nom signifie les meilleurs. Reconnaissables dans le Vélé actuel, et des alliés permanents ou temporaires comme les Helvétiens de la province, les Gabalis de Javols et du Gévaudan, les Ruthénis du Rouergue et de Rodez, ainsi que les Cadurques, dont le nom, dans lequel on reconnaît le mot catu, combat, s'est perpétué dans celui de la ville de Cahors. En somme, à peu près tout le massif central à l'époque de Vercingétorix est sous l'influence directe ou indirecte du peuple des Arvernes. Et si leur centre politique paraît être Gergovie, près de Clermont-Ferrand, leur capitale économique semble bien être Riom, Rigomagos, la plaine ou le marché du roi, au carrefour des routes allant dans toutes les directions. Les grands rivaux des Arvernes sont incontestablement les Éduans, dont le nom, qui signifie ardent, a été perdu par la toponymie. Leur territoire est vaste, comportant une bonne partie de la Bourgogne actuelle, tout le Morvan et le Nivernais. Les Éduans, eux aussi, bénéficient de conditions très favorables, car ils se trouvent sur la voie de passage entre le sud-est et le nord-ouest, occupant tout ou partie des vallées de la Loire et de la Saône. Leur position est à tel point stratégique que Rome n'hésitera jamais à les payer largement pour en faire ses alliés les plus fidèles, et leur ralliement tardif à Vercingétorix a failli assurer le succès du chef Arverne.
Ils ont à la fois des montagnes peu élevées, où ils peuvent se réfugier, des terres facilement labourables et fécondes, des facilités de communication par voie d'eau et par voie de terre. Leur capitale, Bibracte, sur le mont Beuvray, qui sera abandonné en sac avant JC, au profit de la nouvelle ville d'Autun, Augustodunum, est plus qu'une simple forteresse. Dans son vaste espace, d'abondants vestiges prouvent qu'il y avait une occupation permanente du lieu et une grande activité de métallurgistes. Qu'est-ce que je disais sur les châteaux. Mais leurs établissements qui paraissent les plus importants économiquement sont Cabillonat, Chalon-sur-Saône, à l'est, et Dessétia, Decize, à l'ouest sur la Loire. Ils en ont un troisième, Noviodunum, nouvelle forteresse, mais on ne sait pas trop où la placer, à Nevers ou à Dieu. Les Éduans, conscients de leur situation privilégiée, peuple nombreux et ardent, c'est le cas de le dire, prétendent à l'hégémonie en Gaule. Ils se heurtent évidemment aux Arvernes, ce qui explique qu'ils aient choisi très tôt l'alliance romaine, espérant conquérir la suprématie grâce à l'appui des légions. Et leur rôle de 58 à 52 pendant la conquête n'a pas été très glorieux d'un point de vue strictement gaulois. S'ils se sont ressaisis au dernier moment en acceptant de fort mauvais gré le commandement de Vercingétorix, les Éduans n'en ont pas moins introduit le loup dans la bergerie en 58, en appelant César à leur secours. Les Éduans ont des alliés. Ce sont d'abord les Ségusiaves, dont le nom signifie puissant, et se retrouvent dans le Forez, et Forum Segusiavorum. Ils occupent les actuels départements de la Loire et du Rhône, et c'est sur leur territoire que sera fondée la ville de Lyon. C'est un peuple charnière qui établit le contact entre les Éduans et la province, mais ils subissent cependant l'influence des Arvernes dont ils sont les voisins et auxquels ils se rallieront. Sur une partie du département actuel de l'Ain se trouve le petit peuple des Ambaris, dont le souvenir se maintient dans le nom d'Ambérieux. Ils servent de tampon entre les Éduans, d'une part, les Sécanes et les Allobroges, d'autre part. Au nord-est, les Éduans ont partie liée avec les Lingons, dont le nom se reconnaît dans l'Angre, et qui occupent la Haute-Marne et une partie des Vosges. C'est sur leur territoire que se trouve le célèbre sanctuaire des sources de la Seine, qui semble avoir été, d'après les découvertes archéologiques, largement fréquenté par les Gaulois venus y demander la guérison de leur maladie. Mais les Lingons seront parmi les plus fidèles alliés de César, refusant même de suivre les Éduans dans leur défection en 52. Et leurs cavaliers, très habiles, comme leur nom l'indique clairement, serviront dans l'armée romaine contre les Gaulois. Quant aux Mandubiens, Mandubi, petit peuple qui n'est cité qu'au moment de l'affaire d'Alésia, on les localise entre les Lingons et les Éduans, dans la région de l'Alésia officielle d'Alise-Sainte-Reine, en Côte d'Or. Cela pose un problème très sérieux, comme nous le verrons, car il n'y a pour cette localisation aucune preuve formelle. Il semble que, bien qu'elle soit contestée, la signification du nom Mandubi soit homme du Doubs, Duby, la rivière Noire, et qu'il faille les chercher plutôt du côté du Doubs. Or, comme on sait que la ville des Mandubiens était Alésia, mais laquelle ? Il y en avait de nombreuses, dispersées sur l'ensemble de la Gaule, car Alésia est un nom générique. On trouve précisément une Alésia non loin du Doubs, dans le pays des Sécanes, à Alèze, près de Salins, au sud de Besançon. Il est possible que cette Alèze, autrefois Alésia, d'après les chartes, soit celle de Vercingétorix et des Mandubiens. Mais dans ce cas, les Mandubiens
sont alliés des Sécanes et non ceux des Éduans. Et il faudrait attribuer au non moins mystérieux Olerci Branovices, petit groupe détaché des Aulerques du Nord-Ouest, vassaux des Éduins, la région de Sémur en Auxois, c'est-à-dire également l'Alésia officielle. Et cela d'autant plus que la région concernée s'appelle encore la Brenne, nom à travers lequel il n'est pas difficile de reconnaître les Branovices. Cependant, de l'autre côté de l'Arare, tel était l'ancien nom de la Saône, les Sécanes, gens de la Seine, étaient les ennemis déclarés des Éduins. Originaires des bords de la Seine, c'est au moment de l'invasion des Cimbres et des Teutons, vers moins 130, qu'ils se sont installés en Franche-Comté actuelle, bien à l'abri dans la grande boucle du Doubs et adossés à la Saône. Peut-être même ont-ils occupé un territoire soumis autrefois aux Éduins, lesquels ne leur pardonnent pas cette invasion. En tout cas, vers l'an 60 avant notre ère, la querelle entre les Sécanes et les Éduins est essentiellement motivée par la domination de la vallée de la Saône, voie navigable de première importance, ainsi que route commerciale et stratégique entre la province rhodanienne et les pays du Rhin. Chacun des deux peuples veut s'assurer la prédominance en cette région de passage, car les taxes levées sur les marchandises rapportent gros. Et les Sécanes sont bien tranquilles dans leurs montagnes couvertes de forêts et de pâturages, où ils produisent déjà du fromage en quantité. Leur forteresse principale semble être Besançon, presque entourée par le lit du Doubs, et ils possèdent des richesses enviables en ces pays continentaux éloignés de la mer. Le sel gemme qu'on extrait dans la région de Salins et qu'ils vendent un bon prix à ceux qui n'en ont pas. Les Sécanes, eux aussi, prétendent à une certaine hégémonie sur la Gaule. Mais au moment de leur grande querelle avec les Éduins, en moins 61, et ensuite devant le danger représenté par l'arrivée en masse des Helvètes, ils ne se sentent pas assez forts militairement. C'est pourquoi ils font appel à des Germains pour les aider. Et c'est ainsi que les Suèves, dariovistes, entrent en Gaule, donnant ainsi à César l'occasion tant espérée d'intervenir au cœur de la Gaule en prétendant aider les Éduins. Car les Helvètes font partie de la Celtique. Ces Helvètes, dont le nom demeure une énigme, signifiant peut-être forestier, d'un vieux mot indo-européen qui a donné le latin silva, mais qui s'est perdu en brittonique après avoir opéré cependant la transformation normale du S en H, étaient, au témoignage de Tacite, autrefois installés dans la forêt hercynienne et sur les bords du Rhin. Ils en ont été chassés par les Germains et sont venus s'établir sur les territoires actuels de la Suisse. Mais bien qu'ils disposent, d'après César, de 12 villes, en fait des forteresses, et de 400 bourgs, de modestes villages, ils ne se sont pas adaptés au climat rude des Alpes et du Haut-Jura, regrettant vraisemblablement leurs riches terres d'autrefois. Ils ne pensent qu'à une chose, émigrer vers l'ouest. En moins 58, après une tentative de leur chef Orgetorix, un ambitieux qui se voyait déjà roi d'une confédération regroupant les Helvètes, les Séquanes et les Éduins. Les Helvètes prendront le départ, envahissant le territoire des Sécanes. Ils s'en iront au nombre de 368 000 hommes, femmes et enfants, ayant brûlé leurs établissements. Repoussés par les autres peuples et battus par César, ils reviendront dans leur pays au nombre de 110 000. Étrange destinée de ce peuple des Helvètes qui ne voulait jamais rester en place et dont les descendants actuels sont les plus stables de la terre entière. Au nord des Lingons, sur un territoire correspondant au département des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, du moins pour moitié, sont établis les Leucis, brillants, dont le centre est Tullum, Toul. Nous sommes déjà sur la limite septentrionale de la Celtique.
aux environs de Troyes, se trouvent les tricasses, dans le nom desquels on retrouve casse, distingué, agréable ou rapide. Aux environs de Melun, ce sont les meldis, doux, tranquilles. Et entre la Seine et l'Yonne, c'est le domaine des Sénons, anciens, qui ont laissé leur nom à Sens, Agedincum. Il semble qu'autrefois les Sénons aient constitué un peuple très puissant et qu'ils aient essaimé de nombreuses fois, car on retrouve des Sénons un peu partout, près de Bordeaux, dans la Mayenne, dans le Pas-de-Calais, dans la Meuse et en Italie du Nord. Brennus, le chef gaulois qui prit Rome, était Sénon. Il est possible d'autre part que les Sénons aient exercé une suprématie sur les peuples de la région, comme en témoigne l'importance de Sens dans l'administration romaine et l'organisation ecclésiastique. Pendant 10 siècles, Sens sera la métropole de l'évêché de Paris, ce qui incline à penser que les Parisis étaient probablement les vassaux des Sénons. La Seine et la Marne sont les frontières de la Celtique et de la Belgique. Mais les Parisis, installés primitivement à Lutèce, anciennement Lucotessia, débordent sur la rive droite. Leur nom, transmis à Paris, signifie « ceux qui agissent ». Ce sont en effet de remarquables commerçants qui profitent de leur situation au carrefour des routes fluviales et terrestres pour contrôler les échanges entre la Celtique et la Belgique. Alors que les Parisis sont peu nombreux, alors que Lutèce est une petite bourgade insignifiante, on voit quand même se dessiner l'importance économique du site, prélude à ce rôle coordinateur que jouera Paris dans la seconde partie du Moyen-Âge et qui va lui assurer la prépondérance sur la vieille capitale politique et religieuse que sera Lyon. Les Parisis sont très liés avec les Carnutes, dont le territoire s'étend sur les actuels départements de l'Eure et Loire, du Loiret et d'une partie de l'Essonne. Ainsi est préfiguré le domaine capétien primitif de l'Île-de-France et de l'Orléanais, à partir duquel va se bâtir le royaume de France. Car si les Parisis ont un pouvoir économique, les Carnutes ont un pouvoir moral et religieux. C'est dans leur pays, couvert de grandes forêts, la Beauce particulièrement, que se trouve d'après César le centre religieux de toute la Gaule. Et si les deux principaux établissements des Carnutes sont Chartres, Autricum, Gai sur l'Eure, où l'on retrouve leur nom, et Genaboum, Orléans, c'est probablement à Saint-Benoît-sur-Loire que l'on doit placer le sanctuaire druidique dont parlent les auteurs latins. Pendant la conquête, les Carnutes, comme les Parisis, seront les pivots de la résistance contre les Romains. Au sud de la Loire, c'est le domaine des Bituriges cubis. Ils occupent un vaste territoire au centre vraiment géographique de la Gaule. Les Bituriges ne sont pas peu modestes, car leur nom signifie les rois du monde. Et il n'est pas étonnant qu'eux aussi prétendent à l'hégémonie. De fait, pendant la guerre des Gaules, leur attitude sera plus qu'ambiguë avant leur ralliement définitif à Vercingétorix. Mais leur puissance tient essentiellement à l'agriculture, comme en témoigne l'épisode du siège de leur forteresse principale, Bourges, Avaricum, Gai-sur-Lavara, c'est-à-dire Lièvre. Présenté comme le plus riche grenier à blé de toute la Gaule et la plus importante réserve de fourrage. De fait, de nos jours, le Berry est encore une des plus riches régions agricoles de la France. À l'ouest, les Bituriges ont pour voisins les Turonnes, qui ont laissé leur nom à Tours et à la Touraine, puis les Pictones ou Pictavis, qui occupent les actuels départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée. Longtemps indécis dans la lutte contre les Romains, ils se rallieront à Vercingétorix. Leur centre est l'Émonum, les mots Orme, devenu Poitiers. Un peu plus au sud, ce sont les Lémovis, gens de l'Orme, qui ont laissé leur nom à Limoges,
et au Limousin, et les Santonnes de Saintes et de la Saintonge. Au sud et au sud-ouest du Massif central, les Pétrocories, 4 cohortes, ont laissé leur nom à Périgueux et au Périgord. Ils occupent une région de forêt quasi impénétrable. Autour de Bordeaux, Burdigala, et sur la rive méridionale de la Gironde, sont les Vasates, dont le nom se reconnaît dans Bazas, et surtout les Bituriges vivici, d'implantation récente, semble-t-il, dans une région où ils ont supplanté les populations aquitaines. Ces vivici sont une branche des Bituriges, mais ils doivent venir des bords du lac Léman, car on retrouve leur nom dans VV. Étaient-ce les habitants de la Suisse avant l'arrivée des Helvètes et qui auraient été chassés par eux? Pardon, je rote, désolée. En remontant le Lot, surtout entre le Lot et la Garonne, sur l'emplacement de l'actuel Agenais, les Nithiobriges, puissants dans le combat, ont gardé, semble-t-il, des structures sociales et des coutumes plus conformes au passé celtique. Ils sont en effet à peu près les seuls parmi les peuples de la Gaule celtique à avoir encore un roi. Celui-ci, à l'époque de la conquête, se nomme Teutomatos, ce qui est significatif de la fonction qu'il occupe puisque cela signifie bon pour le peuple. Et, sous la conduite de leur roi, les Nithiobriges participeront activement à l'épopée de Vercingétorix. Il en sera de même pour les Ruthénies, qui ont laissé leur nom à Rodez et qui occupent le Rouergue. Quant aux Cadurci, les combattants, qui occupent Cahors et le Quercy, où se reconnaît leur nom, ils forment un peuple assez puissant, l'un des plus fidèles soutiens de Vercingétorix. Après la défaite d'Alésia, ils continueront la lutte, sous la direction de Lucterios et leur forteresse d'Uxellodunum, citadelle la plus élevée, qu'on place au puits d'Issolude ou à Luzèche, sera la dernière à tomber entre les mains des Romains, marquant ainsi la fin de la résistance gauloise. Le quart nord-ouest de la Gaule celtique entre la Seine et la Loire semble particulièrement peuplé et actif. La richesse du monnayage des différents groupes qui y sont installés en constitue une preuve irréfutable. Le pays est fertile, drainé par de nombreuses rivières. On y pratique, comme de nos jours, l'élevage et la polyculture. Les forêts, plus importantes qu'actuellement, constituent une réserve de gibier non négligeable. Aussi, des petits peuples comme les Lexowi de Lisieux, les Sei de Cèze, les Viducas de Falaise et de Vieux, dont le nom les rappelle, les Essuvis d'Essé et d'Exme, mènent une vie discrète et sans histoire dans un pays propice aux activités agricoles. À proximité se remarque l'important groupe des Aulerques. Certains d'entre eux, les Branovis, ont émigré chez les Éduins, mais il en reste 3 rameaux occupant de vastes territoires. Sur l'emplacement du département de l'Eure et débordant dans l'Orne et l'Eure-et-Loire, les Aulerci et Burovis cultivent les riches plaines d'Ouche et de Saint-André. Leur nom se réfère à l'If et Bureau, arbre sacré dans les traditions druidiques, et se retrouve dans Évreux, qui fut leur centre politique. À l'emplacement de la partie orientale du Maine et du Perchentier, ce sont les Aulerci Cénomanie qui occupent les riches vallées de la Sarthe et de l'Huisne. Leur grand marché paraît être le Mans, et ils ont un sanctuaire important à Bélem, dont le nom provient de celui de la déesse solaire gauloise Bélisama, la très brillante, au milieu d'une vaste forêt. Enfin, le 3e peuple est celui des Aulerci Diablintes,
Diablintes, dans l'ouest du Maine, sur les bords de la Mayenne, dont l'établissement principal est à Jublain, qui en conserve le nom. Mais le groupe le plus important, par le nombre comme par la puissance économique, est la fameuse Confédération armoricaine qui donna tant de fil à retordre à César lors de la révolte gauloise de 56. Moins 56. Armorica, ou plutôt Arémorica, est un terme gaulois qui signifie tourner vers la mer. Je fais des études sur les armoricains, justement. Cela indique le caractère de cette confédération comprenant uniquement des peuples maritimes et ceux qui, plus en amont des rivières, en dépendent pour une large part. Nous trouvons ainsi dans cette confédération des Bayocassis, de Bayeux, auxquels ils ont donné leur nom, et qui sont fort riches à en juger par la somptuosité de leur monnaie d'or. À côté d'eux se trouvent les Unélis du Cotentin, les Abrincatouis d'Avranches, dans lequel se reconnaît leur nom, et les Andes ou Andécavis qui ont laissé leur nom à Angers et à l'Anjou, peuple important parce que centralisant la navigation sur la Loire et la répercutant vers l'embouchure du fleuve. Enfin, ce sont les peuples qui sont établis dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Bretagne, c'est-à-dire la péninsule armoricaine proprement dite. À l'époque, il n'est pas question de Bretons. Ceux-ci se trouvent dans l'île de Bretagne et ne viendront en Armorique qu'à partir du IVe siècle de notre ère. Il s'agit donc d'un groupe de peuples gaulois, à cette nuance près qu'il semble avoir été fortement mélangé d'éléments belges émigrés au cours du IIe siècle avant notre ère. J'ai toujours su que... Ouais, bon, bref. Non, rien, je me tais. Je fais vachement de recherches par rapport à, justement aux mérovingiens. Du coup, Mérové, parce que je pense que le roi Mérové, qui était contemporain d'Arthur, voilà, avait des liens très forts entre eux. Et que leur trait d'union, c'est justement les Armoricains, et il y en a aussi en Belgique. C'est-à-dire les Armoricains sont les peuples qui vivent près de la mer. Enfin bon, bref, je m'égare. Il y a d'abord les Mamnettes, gens de la vallée de Nantes, en breton Naoned, qui sont à la charnière de la navigation fluviale et de la navigation maritime. Au nord, ce sont les Rédones, ceux qui courent, de Rennes, qui perpétuent leur nom. Autrefois, Condate, confluent, important marché dans une plaine fertile et de l'île-et-Vilaine actuelle. Les Redones ont un important débouché sur la Manche avec le promontoire d'Alette, Saint-Servant, l'embryon du futur Saint-Malo, et sont les maîtres de Tombelaine, ancien nom du Mont-Saint-Michel, sanctuaire privilégié de Belen-Bélénos, le brillant, surnom de la divinité solaire celtique. Sur la côte septentrionale de la Rance, à la rivière de Morlaix, ce sont les Coriosolitae, dont les monnaies extrêmement variées et d'une recherche esthétique poussée témoignent du haut degré de civilisation. Il semble que leur territoire descende très bas vers le sud, englobant la grande forêt centrale, celle qui sera nommée Bréchéliante ou Brocéliande au Moyen-Âge, jusqu'aux rives de l'Oust, autrefois Oult, c'est-à-dire le même mot colt, nom primitif du Lot. Leurs établissements principaux semblent être le Iodé, Civitatem, près de Lannion et Erquy, Reginea, sur la baie de Saint-Brieuc, mais leur sanctuaire est situé à Corseul, près de Dinan, qui perpétue leur nom et fait référence à un mystérieux géant légendaire. Quant à l'extrême ouest de la péninsule, il est occupé par les Osismi, dont le nom peut s'expliquer par le nom de l'île d'Ouessant. Uxisama, la plus élevée, en breton moderne, Eusa.
Les osismi seraient donc les très hauts, au sens figuré du terme. Leurs deux grands ports sont sans doute Gézo-Kribat, le Conquet, plutôt que Brest, et Portus Vindana, c'est-à-dire Audierne. Les monnaies en or des osismi témoignent de l'état florissant de leurs activités économiques. Mais les maîtres incontestés de la Confédération armoricaine sont les Vénétis, qui occupent le littoral entre l'Odé à l'ouest et l'embouchure de la Loire à l'est. César est formel. Les Vénètes, chefs de la révolte armoricaine de -56, sont les meilleurs marins de toute la Gaule et ont le monopole à la fois du commerce maritime côtier et de relations avec la Grande-Bretagne. Chez eux aussi, le monnayage permet de déceler une grande richesse et un sens artistique très développé. Mais les Vénètes posent des problèmes quant à leurs origines. Sont-ils, oui ou non, des Celtes, ou tout au moins un peuple à dominante celtique? Aucune réponse. Non, c'est des Armoricains. Les Armoricains sont les... Selon moi, ça c'est ma théorie que je dois vérifier, mais qui se vérifie petit à petit, quand les Celtes sont arrivés, il y avait déjà des peuples, mais ils étaient côtiers. Et d'eux restent les Armoricains, qui étaient d'ailleurs en confédération. Voilà. Mais bon, ça c'est ma théorie. Aucune réponse ne peut être donnée de façon satisfaisante. On sait que le territoire des Vénètes est l'un des plus anciens nettement peuplés de la péninsule, et que les traces des anciennes cultures du Mésolithique y sont nombreuses et persistantes. Selon toute probabilité, les fonds de population autochtone y est plus important qu'ailleurs. Ouais, c'est ce que je dis. Il ne faut pas oublier que les druides, selon Ammien Marcellin, enseignaient qu'une partie des Gaulois était originaire du pays lui-même, et qu'une autre partie provenait des régions au-delà du Rhin. C'est encore plus vrai dans le pays vénète. Le nom des Vénétis, devenu Vannes en français, et Gwynedd en breton, est cependant authentiquement celtique. Il provient du gaulois Vindu, qu'on retrouve dans le gaélique Finn, le gallois Gwyn et le breton Gwen. Ces mots signifient blanc, blond, beau, puis au sens figuré, noble, racé et même saint en breton. Cela dit, ce nom de Vénétie est aussi le nom du nord-ouest du pays de Galles, le Gwynedd, Vénédotia, et celui de Venise, Vénétia. Pour ce qui est du Gwynedd gallois, le rapport paraît évident. Deux peuples celtophones qui étaient en relation suivie ont pu facilement prendre le même nom, à moins qu'il n'y ait eu une émigration des Vénètes du Morbihan vers le pays de Galles. Gwynedd est la région galloise où l'on a décelé le plus d'éléments hétérogènes, y compris des éléments gaéliques. Et si, dernier en date des pays armoricains à avoir été conquis par les Bretons insulaires, au VIe et VIIe siècle de notre ère, l'ancien territoire vénète a surtout reçu des émigrants de Gwynedd, c'est peut-être parce qu'on avait à ce moment-là le sentiment d'une communauté d'origine. Le problème est plus irritant à propos des Vénètes de l'Adriatique, les Vénitiens. Déjà dans l'Antiquité, Venise est un pays à part, et aucun auteur grec ou latin ne confond les Vénitiens avec les Italiens ou avec les Illyriens. Strabon écrit « Je serais assez porté à croire que les Vénètes de l'Adriatique sont une colonie des Vénètes de l'océan. » Et ce n'est pas Polybe qui résout le problème. Non, c'est moi, Popo. Et ce n'est pas Polybe qui résout le problème lorsqu'il déclare, à propos des Vénitiens, « Cette nation, très ancienne, ne se distingue guère des autres peuplades gauloises par leurs mœurs et par le costume, mais parle une langue différente. » Ainsi donc, de l'avis de deux écrivains classiques, les Vénitiens sont des Celtes.
Mais le fait qu'ils n'aient point la même langue que les autres Gaulois peut faire penser que c'étaient des Celtes de la première émigration, appartenant à la branche gaélique et ayant conservé leur langue dans un environnement brittonique. Mais non, mais c'est moi, Popo! Bon, pour ceux qui débarquent et qui connaissent pas, c'est Popo, le chien qui aboie pour rien. Non, non, mais il faisait un rêve, je l'ai réveillé en faisant... C'est moi, Popo! En fait, il s'appelle Poséidon. Alors... Bon, t'arrêtes. Mais non! Ça, ils vont tous y mettre, c'est de ma faute. Je le refais. Et ben voilà. Et Popo! Tous les trois. Ainsi donc... Et oh! Stop, ça suffit. Tu réveilles le bébé, là. Ça suffit. Ainsi donc, de l'avis des deux écrivains classiques, les Vénitiens sont des Celtes. Pas sûr. Moi, je dis que c'est des Gaulois. Mais le fait qu'ils n'aient point la même langue que les autres Gaulois peut faire penser que c'étaient des Celtes de la première émigration, appartenant à la branche gaélique et ayant conservé leur langue dans un environnement brittonique. Par contre, les Vénètes de l'océan parlent le brittonique comme les Armoricains et les autres Gaulois. Cela est bien troublant et fort confus. Il faudrait aussi penser au fait que les Vénètes de l'océan et les Vénètes de l'Adriatique sont deux peuples de marins, et qu'ils l'ont prouvé à maintes reprises au cours de l'histoire. Or, le reste des Gaulois et les Celtes en général sont loin d'être des marins, bien au contraire. Ce sont des terriens. Ils ont toujours progressé vers l'ouest par voie de terre, et ce n'est que contraints et forcés pour gagner les îles britanniques, par exemple, qu'ils ont employé des navires. En dépit d'une opinion courante quelque peu inductive, les Celtes n'aiment pas la mer. Ils la craignent, comme en témoignent leurs légendes et certains rituels de conjuration des eaux rapportés par Aristote et plusieurs écrivains de l'Antiquité. Dans ces conditions, il est permis d'avoir de sérieux doutes sur la celticité en profondeur des Vénètes, comme d'ailleurs d'une partie des Armoricains. Quoi qu'il en soit, ces Vénètes appartiennent à la Gaule celtique, dont ils sont un des éléments moteurs. On le verra en moins 56 lorsqu'ils s'opposeront à César. Vaincus, plus par le destin que par le proconsul, ils seront décimés, probablement parce que les Romains voulaient écarter à jamais la menace vénète. Non, moi je crois qu'ils sont partis dans le Pas-de-Calais. Et de fait, il n'y aura aucun Vénète dans l'armée de secours envoyée par tous les peuples gaulois pour délivrer Vercingétorix assiégé dans Alésia. La Gaule belgique. Je vais jamais m'arrêter. Hein. Non, mais je fais chapitre après chapitre, mais j'ai l'impression que je vais continuer. Alors, la Gaule belgique. Le nom de Belgique a pour nous une connotation précise encore que récente, puisqu'elle date de 1830. Il s'agit d'un État voisin et ami avec lequel nous nous sentons très liés à tout point de vue. Mais si un voyageur contemporain, lorsqu'il franchit la frontière de la Belgique wallonne, n'a pas l'impression de se trouver en pays étranger, si, moi je vais vous dire, c'est quoi la différence quand tu arrives en Belgique wallonne, c'est que les vitres, elles sont propres en Wallonie. Dans la même rue, bam, Belgique, tu vois la différence, les Belges, ils lavent leurs carreaux. N'a pas l'impression de se trouver en pays étranger, c'était encore plus net au 1er siècle avant notre ère, alors que la Belgique s'étendait entre le Rhin, la Marne et la Seine, qui en constituaient les limites. Comme le dit Albert Grenier, dans les Gaulois, la seule différence qui sépare ces deux provinces de la Gaule est que les Gaulois établis en Belgique sont arrivés les derniers et ont franchi le Rhin 2 siècles environ après ceux de la Celtique. On a pourtant présenté bien souvent les Gaulois de la Belgique comme frustes et moins civilisés, ce qui n'est aucunement attesté ni par les découvertes archéologiques, ni par les témoignages. On a souvent répété que les peuples de la Belgique étaient un mélange d'éléments celtiques et d'éléments germaniques,
voire qu'ils étaient pour la plupart des Germains celtisés. Tout cela parce que les Belges venaient de l'autre côté du Rhin. Mais c'est oublier que la totalité des Celtes est originaire des régions situées outre-Rhin, lequel porte d'ailleurs un nom bien celtique, Rhénaud, qui coule, qui court. Et il n'est point significatif que nulle part ailleurs que sur les bords du Rhin, de Bâle à l'embouchure, l'implantation celtique n'a été plus dense et plus profonde. Tout compte fait, les peuples belges risquent d'être beaucoup plus celtes que les peuples de la Celtique. Mais comme dans la Celtique, ces peuples sont fort nombreux et divers. Sur la rive droite de la Seine, entre l'Epte et l'embouchure, se trouvent les Véliocas, modestes et distingués, qui ont laissé leur nom aux Vexins, et dont le grand centre est Rotomagos, la plaine ronde, devenue Rouen. Sur la côte du pays de Caux, les Caletes ont laissé leur nom. Beauvais garde le souvenir des Bellovaques, peuple très puissant et qui s'opposera efficacement à César. Il est vrai que leur nom signifie quelque chose comme guerrier, et ils occupent la région comprise entre la Somme, l'Oise et la Seine. Ils sont voisins des Sylvanectes, forestiers, qui ont laissé leur nom à Senlis et qui habitent la grande forêt de Compiègne et le Mortefontaine, et deux Mortefontaines. Dans le cours inférieur de la Somme, ce sont les Ambiani, ceux qui habitent des deux côtés du fleuve, dont la capitale, Samaro-Briva, pont sur la Samara, ancien nom de la Somme, porte à présent leur nom, Amiens. Sur le cours supérieur de la Somme, les Viromanduis du Vermandois ont un nom qui n'a guère été compris jusqu'à présent et qui est pourtant révélateur de certains usages celtiques. En effet, Viromanduis est composé de viro, homme, et de mandu, manus, ou manus, petit cheval de trait. Autrement dit, les Viromanduis sont les hommes aux chevaux de trait, ce qui semble indiquer l'usage qu'ils avaient d'aller au combat avec des chars. Il va loin, là. Or, on sait par de nombreux témoignages que les anciens Celtes combattaient sur des chars légers, tirés par de petits chevaux. Mais cet usage ne subsiste plus au 1er siècle de notre ère, sauf chez les Galates, chez les Irlandais, et dans une moindre mesure chez certains Bretons, d'après ce que dit César. Cette constatation peut nous faire admettre que les Véromanduis sont soit les derniers arrivés parmi les Belges, soit les descendants des derniers peuples celtes continentaux à avoir utilisé le char de combat. Car partout ailleurs, sur les territoires de la Gaule, la coutume est de monter le cheval directement, avec, il est vrai, certains usages qui dénotent une utilisation antérieure du char. Proches voisins des Viromanduis sont les Suessiones, les bien établis de Soissons, qui occupent une assez vaste terre extrêmement fertile. Ce peuple d'une grande puissance économique joue dans les années 60 un rôle comparable à celui des Arvernes dans la Celtique. Les Suessiones tentent de mettre à profit leur supériorité économique pour constituer une sorte de fédération dont ils espèrent être les maîtres. Leurs principaux vassaux sont les Rémis, qui donneront leur nom à Reims, Duro Cortorum, enceinte fortifiée. Les Rémis, dont le nom signifie les premiers, sont répandus sur un vaste espace comprenant une grande partie du département de la Marne, une partie de l'Aisne et de la Meuse, les Ardennes en entier et une partie du Grand-Duché de Luxembourg. Ils supportent assez mal la tutelle des Suessiones et à l'arrivée de César, ils se rangeront délibérément dans le camp romain, exerçant à leur tour une tutelle sur les Suessiones, surveillant la région et dénonçant à César la moindre tentative de révolte, le moindre complot chez les Belges.
Jusqu'au bout, ils resteront obstinément les alliés de Rome et ne participeront pas à la guerre de Vercingétorix. Sur l'autre rive de la Marne, à la frontière de la Celtique, les Catuelloni, les meilleurs au combat, qui donneront leur nom à Chalon-sur-Marne et au célèbre champ catalonique, occupent les terres médiocres de la Champagne pouilleuse. Plus au nord-est, les Médiomatrici, dont le nom paraît signifier ceux qui sont au milieu des Matras, Matrona, la Marne, et Matra, la Modère, s'étendent sur une partie de la Lorraine, jusqu'au sommet des Vosges. Leur nom indique qu'ils sont installés là depuis très longtemps en tant que groupe autonome. On les range parfois dans la Celtique, en compagnie de leurs voisins du nord, les Trévires, les habitants, qui ont laissé leur nom à Trèves, Trier, et qui occupent une grande partie de la plaine rhénane entre le fleuve et les Ardennes et débordent sur la rive gauche de la Moselle. Le long du Rhin, souvent de part et d'autre, on trouve les Tribossi. Dans la basse Alsace, généralement classés comme des Germains parce qu'ils participeront à l'expédition d'Arioviste, mais qui semblent cependant des Celtes. Il en est de même pour les Némètes du Palatinat. Leur nom se rattache au mot celtique nem, ciel, et peut vouloir dire les sacrés. Quant aux Éburones, que César prétend germaniques, on dit souvent que César dit de la merde, mais je pense pas qu'il disait de la merde. Alors. Et qui sont établis sur les deux rives de la Basse-Meuse, ainsi que dans le pays entre Meuse et Rhin, ils sont indiscutablement celtes. Leur nom provient du nom celtique de Lif, Ébure, qui se retrouve dans le nom des Olerci et Burovis, Évreux, et en Grande-Bretagne dans le nom de la ville d'York, autrefois Eboracum. Les Éburons seront un des éléments belges les plus farouchement opposés à la conquête romaine. Ils ont comme principale forteresse Aduatuca, dont le nom rappelle celui de leurs voisins immédiats, les Atuatuci. À l'embouchure du Rhin, ce sont les Ménapis qui occupent la plaine alluviale, les dunes et les marécages de la côte le long de la mer du Nord jusqu'à Cassel au sud. Ah ouais. Bien à l'abri dans leurs marécages, les Ménapes nargueront longtemps les armées de César et pratiqueront une véritable guérilla à la mode hispanique. Moi, je suis pas loin des Ménapes. Il y a encore trois peuples importants dans la Gaule belgique. Ce sont d'abord les Nervis, peut-être anciennement Nertovieri, les hommes forts, établis entre la Sambre et la Meuse et s'étendant sur la région lilloise. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont un caractère violent et farouche. Les Romains s'en apercevront souvent à leurs dépens, car bien que battus par eux, ils reconstitueront leurs forces et recommenceront sans cesse la lutte. Et là, il faut que je vous montre. On a terme celtique découvert à Chalon-sur-Saône. Et on y voit une statue que j'ai moi-même découverte dans une maison que j'ai habitée. Et que je soupçonnais être gauloise, en fait, celtique. Et j'en ai eu confirmation. Je pense même encore avoir une photo dans mon bordel. C'est-à-dire qu'il y avait une pierre de la maison, donc proche du sommet, qui était ce visage. Donc ça, c'est un visage qu'on... Voilà, ce visage, voilà. Donc ça, c'est un visage qu'on retrouve. Ah, moi, j'ai vécu dans des lieux, mais laissez tomber. Personne ne me croyait, hein. Je leur disais, mais non, mais là, vous ne me croyez pas, mais c'est une maison celtique.
Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est vieux ce truc. Et non, les Celtes, ils faisaient des maisons en torchis. Oui, c'est ça. Alors, les Romains... ouais. La région côtière du Pas-de-Calais jusqu'à Cassel, donc ici, où je suis, au nord, c'est le domaine des Morini, maritimes, les Morins. Le grand port de Portus Itius, Boulogne, principal point du trafic maritime avec la Grande-Bretagne, et duquel partira César pour ses 2 expéditions insulaires, se trouve chez eux. Le territoire des Morins est donc essentiellement stratégique. César y portera grand intérêt, mettant même les Morins sous la dépendance de ses alliés Atrébates, ce qui n'empêchera pas les Morins de se soulever à plusieurs reprises contre les Romains. En -56, moi je pense que les Morins sont aussi des... putain, je suis fatiguée là. Des Armoricains. En -56, ils seront d'ailleurs les alliés des Vénètes dans le cadre de la Confédération armoricaine, ce qui, c'est pas pour rien. L'entente de ces 2 peuples s'explique fort bien par leur intérêt commun, à savoir la liberté du trafic avec l'île de Bretagne. Il n'y a pas que ça. Enfin, dans la région d'Arras, auquel ils ont donné leur nom, les Atrébates jouent, malgré leur faiblesse numérique, un rôle important. Et parmi les Atrébates va surgir un personnage hors du commun, Comios. Ce Comios, l'un des plus puissants chefs de ce peuple, choisira délibérément l'alliance avec César, qui en fera son ambassadeur auprès des Bretons et qui rétablira pour lui la royauté chez les Atrébates en même temps que chez les Morins. Mais manifestement, Comios jouera un double jeu et à la fin de la guerre, il sera le dernier chef gaulois à lutter opiniâtrement contre les Romains avant de s'exiler dans l'île de Bretagne, où se trouve d'ailleurs installée depuis longtemps une colonie d'Atrébates. Il est certain que Comios l'Atrébate est au moins un personnage aussi remarquable et aussi important que Vercingétorix. Certes, ses méthodes et son caractère sont foncièrement différents, mais il incarne à sa façon la résistance farouche et rusée contre l'oppresseur romain. Il est difficile de donner un chiffre concernant la population de cet immense territoire gaulois. Tout dépend de la région considérée. Il est certain que les plaines alluviales et les bords des fleuves étaient davantage peuplés que les montagnes. D'autre part, l'importance de la forêt sur cet ensemble était considérable, ce qui réduisait d'autant les habitations. De plus, la tendance celtique n'étant pas l'urbanisation, les villes n'étaient guère que des forteresses, des marchés ou des ports. Enfin, les peuples qui composent la Gaule ne sont pas à égalité en ce qui concerne la densité de population. Il y en avait des grands et des petits, et ce n'était pas forcément en rapport avec l'étendue du territoire occupé. On sait par exemple, à l'occasion de l'événement constitué par l'émigration des Helvètes, que ceux-ci étaient au nombre de 368 000. Une fois revenus dans leur pays, ils n'étaient plus que 110 000. En -52, ils doivent fournir 8 000 hommes à l'armée des Vercingétorix, c'est-à-dire une proportion de 8 pour 1000. Si cette proportion est la même pour tous les peuples, ce qui n'est aucunement prouvé, tu fais mal. Et comme on connaît le nombre de soldats envoyés par les principales peuplades gauloises à Vercingétorix, on peut toujours se livrer à un petit calcul. Ainsi, en -52, les Atrébates envoient 4 000 hommes. Cela voudrait dire que les Atrébates sont au nombre de 50 000. Et le tout donnerait pour l'ensemble de la Gaule une population de 10 millions d'âmes au minimum et de 20 millions au maximum, ce qui ne constitue pas guère une certitude. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la Gaule était relativement bien peuplée parce que la terre était riche et que la nourriture ne manquait pas. D'où le désir des Germains de s'y installer.
Quant à savoir quelle était la proportion de Celtes et de non-Celtes dans cette population, il faut y renoncer. On a d'abord cru que les Gaulois étaient tous Celtes, mais c'est une absurdité. En Narbonnaise, les Celtes se trouvaient presque à égalité avec les populations indigènes, notamment les Ligures ou les pseudo-Ligures. En Aquitaine, ils constituaient une infime minorité parmi les Ibères et les Basques. Dans la Celtique, ils étaient fortement métissés avec les éléments indigènes de toute nature. Dans la Belgique, ils étaient certainement plus nombreux. Mais de toute façon, ils constituaient une minorité, une élite guerrière et intellectuelle qui avait su imposer sa domination et réaliser la fusion des éléments hétérogènes. Mais t'arrêtes de manger mes cheveux, c'est dégoûtant. C'est pas bon les cheveux. Les noms de peuples sont gaulois et ont persisté. Cela signifie que de la Garonne et de la Durance au Rhin, les Celtes ont formé tous les cadres de la structure sociale, aussi bien que la masse de la population. Ils ont été les créateurs de l'immense majorité des marchés, des lieux de réunion, des villages, des bourgs et des villes. Ils se sont appropriés le pays, mais ils l'ont changé. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Le prochain chapitre s'intitule, j'ai faim, Les enfances de Vercingétorix. Je bouffe et je reviens. Je vais me faire un plat. Allez, à tout à l'heure, armoire.